Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans cette édition de votre journal de 15 heures. Voici tout de suite les titres de l'actualité. Signature d'un accord de financement pour le programme de développement urbain intégré signé ce matin entre le ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie et l'ambassadeur de France à Djibouti. Dans l'actualité internationale, la tension monte à 3 semaines de l'échéance du Brexit. Voilà pour le sommaire. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Mais avant de développer ces titres, nous commençons avec ces messages de condoléances émanant des grandes personnalités du pays suite à la disparition du frère du président de la République, Ismaïl Omar Guelleh, M. Saad Omar Guelleh. Dans leurs messages respectifs, ainsi M. Aden Ali Mahamat, chef de mission à l'ambassade de Djibouti en Érythrée, et le personnel adresse ses condoléances les plus attristées au président de la République, à la famille du défunt Saad Omar Guelleh. Le président, des membres et l'ensemble des employés de la société Sogic transmettent également leurs condoléances les plus attristées à la famille et l'ensemble de ses proches et amis, cher Abdulrahman Al-Amoudi, et l'ensemble du personnel de la SDTV présente au président de la République, Ismaïl Omar Guelleh, et à la famille leurs sincères condoléances et leur compassion pour la perte de son frère, le défunt Saad Omar Guelleh. Suite au décès du feu Saad Omar Guelleh, le conseiller technique de l'Assemblée nationale, M. Gorra Mereki Auto, l'ancien préfet d'Obrok, Ahmed Abdallah Dagué, et le directeur des affaires maritimes, M. Ali Melah Sheikh Daoud, adressent tous également leurs sincères condoléances les plus attristées au président de la République, à la famille, aux proches du défunt directeur du port Saad Omar Guelleh. Le directeur général de la société djiboutienne de chemin de fer adresse également ses sincères condoléances au nom du village de Mouloud et en son nom propre. Il a exprimé ses sincères condoléances en ce moment douloureux au président de la République, Ismaïl Omar Guelleh. Le colonel Waïs Omar Baroré, commandant de la garde-côte djiboutienne, ainsi que l'ensemble des personnels de l'institution tiennent à adresser leurs plus sincères condoléances au président de la République, Ismaïl Omar Guelleh, frère du défunt, ainsi qu'à la famille, les proches et les amis du défunt Saad Omar Guelleh. Le réseau national pour le développement social adresse ses sincères condoléances les plus attristées également à la famille du défunt. En tête, le président de la République, Ismaïl Omar Guelleh, M. Zakaria Ismaïl Farah, dit Dobilo, et ses collaborateurs adressent également leurs sincères condoléances à l'endroit de toute la famille. Ali Mohamed Gadile, le président de l'annexe RPP de Tajora, s'associe donc à la douleur de la famille. Le fils du sultan Hamad Abdelkader et Burhan Abdelkader Abayezid Alba, le président de l'annexe RPP PK12, M. Moussa Omar Magaré, l'annexe RPP d'Ali Sabié, les agriculteurs, les entrepreneurs de la région d'Ali Sabié, le président de Jeune Assadjo adresse également leurs sincères condoléances au président de la République et à l'ensemble des membres de la famille du défunt, M. Hassan Abdallah Hassan Radio, ancien journaliste à la retraite, et les doyens des artistes, M. Hamadou Dabalé et M. Aden Farah Samatar, adressent leurs condoléances au président de la République, à la famille du défunt, priant le Tout-Puissant de l'accueillir dans son paradis éternel. Le conseiller de l'Assemblée nationale, M. Gorra Mereki, et le sous-préfet de Aliloudada, Hamad Ali Omar, alias Ossa, le commerçant Jama Omar Saïd et sa famille s'associent également à la douleur de la famille présidentielle, proche et ami du défunt directeur du port, M. Saad Omar Guelleh. Tous donc présentent leurs sincères condoléances au président de la République, à la famille et aux proches du défunt Saad Omar Guelleh. Adresse donc indiquons que la terre lui soit légère, qu'Allah le gratifie de sa miséricorde et l'accueille dans son vaste paradis éternel. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un.
Je vous emmène à Genève où une forte délégation conduite par le ministre de l'Intérieur, Moumin Ahmad Cher, prend part donc à la 70e session du comité exécutif du programme du Haut Commissariat qui se tient du 7 au 11 octobre 2019 à Genève. Le ministre était accompagné dans ce déplacement par la représentante permanente de la République de Djibouti auprès de l'Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève, Mme Khadra Ahmad Hassan, du secrétaire exécutif de l'ONARS, M. Hussein Hassan Darar. La République de Djibouti accueille plus de 30 000 réfugiés et demandeurs d'asile, principalement d'Éthiopie, d'Érythrée, de Somalie et plus récemment du Yémen. Le gouvernement de notre pays assure la protection des réfugiés par le biais de réformes législatives et a adopté le cadre de réponse globale pour les réfugiés, une initiative des Nations Unies visant donc à préserver le bien-être des communautés d'accueil et des réfugiés, s'appuyant ainsi sur la déclaration de New York pour les réfugiés et les migrants. Écoutons sur ce les propos du ministre de l'Intérieur. Il faut dire que depuis la déclaration de New York en 2016 et l'adoption du pacte mondial pour les réfugiés de 2018, l'ébauche d'un soubassement qui nous paraît suffisamment solide pour traduire dans les faits le vœu d'un monde qui se veut plus solidaire envers les réfugiés et les communautés hôtes a été effective. La République de Djibouti est fière de constater que des progrès importants ont été accomplis dans le cadre du pacte mondial sur les réfugiés et notamment le cadre d'action globale pour les réfugiés. En effet, conformément aux engagements de la République de Djibouti au sommet de New York, nous avons revu le cadre légal en vue d'une meilleure protection des droits fondamentaux des réfugiés. Nous avons procédé à la pleine intégration des étudiants réfugiés dans le système éducatif national. Nous avons étendu les soins de santé aux réfugiés au même titre que les populations locales. En somme, nous voulons être les champions de la mise en œuvre de la déclaration de New York. Aussi, nous nous réjouissons de voir la synergie positive qui existe entre tous les acteurs, y compris les bailleurs de fonds, les agences des Nations Unies et les organisations internationales. Monsieur le Président, si la question des réfugiés est bien encadrée, malgré tout, nous invitons tous les partenaires à étudier la question d'un groupe social particulier. C'est le cas du réfugié qui a bénéficié d'un programme de rapatriement volontaire et qui a rencontré des difficultés d'intégration dans son pays d'origine et qui a décidé de retourner dans le camp des réfugiés. Entre-temps, il a perdu le statut de réfugié et à ce jour, aucun vocal générique ne l'identifie. Ce groupe se trouve hors de portée du champ d'intérêt des organismes internationaux et représente 13% de la population djiboutienne, alors que les réfugiés représentent 3%. Une chose est sûre, il exerce une pression maximale sur l'environnement et met à mal l'ambition touristique de Djibouti. Pour ceux d'entre eux qui ont choisi la mendicité dans les rues de la capitale comme moyen de subsistance, nous souhaitons trouver une solution rapide dans le cadre d'action globale pour les réfugiés. La leçon que nous pouvons tirer de cette situation est que les futures opérations de rapatriement volontaire doivent être revues. Pour sa part, le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, M. Filippo Grandi, a dans son réplique salué notre pays dans sa politique d'accueil des réfugiés, malgré ses ressources limitées. Voici ses propos. Saluer la déclaration de Djibouti et saluer la confirmation que nous avons entendue du ministre que Djibouti va continuer à être un champion de l'application pratique du pacte mondial pour les réfugiés. J'étais à Djibouti moi-même, j'ai bien pu voir comme un pays petit et avec des ressources relativement limitées, mais avec une grande population de réfugiés, trouve des solutions constructives à ce défi. Et je salue cet engagement qui, comme on l'a entendu aujourd'hui, va certainement continuer.
Le cabinet du ministère des Finances a abrité ce matin une cérémonie de signature de convention de financement en faveur de la République Djibouti pour la mise en œuvre d'un complément de financement au second programme de développement urbain intégré dans les quartiers de Layablé et Moustiquaire dans la commune de Balbala. Ce nouveau financement d'un montant de 7 millions d'euros, soit plus de 1,3 milliard de nos francs, a pour objectif de renforcer les actions et d'accroître les réalisations du second projet de développement urbain intégré lancé en 2017 dans le domaine de la restructuration urbaine dans la commune de Balbala. Une cérémonie qui a vu la participation, outre le ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie, M. Ilyas Moussa Dawalé, l'ambassadeur de France à Djibouti, la ministre du logement Amina Abdi, la ministre des Affaires sociales Mouna Abdi Aden, le directeur général de la DDS Mahdi Mohamed Jama. Écoutons l'ambassadeur de France à Djibouti, Arnaud Goulois. La réalisation de ces infrastructures a été achevée en 2014 et les autorités djiboutiennes ont alors lancé, avec l'appui financier de l'AFD, de nouvelles études de faisabilité sur les périmètres de l'Ayablé et de Moustiquaire, situés au nord-ouest de Balbala. Le plan d'investissement total, défini par le bureau d'études, s'élevait alors à peu près à 21 millions d'euros, découplés en 3 tranches distinctes. Dès 2016, l'AFD s'est engagée à financer la première tranche, à hauteur de 6 millions d'euros pour ce nouveau programme intitulé PDUI 2, et il était prévu de rechercher des fonds additionnels auprès de nouveaux bailleurs de fonds. Depuis cet engagement et la signature de la convention de financement, fin 2017, force est de constater qu'aucune ressource additionnelle n'avait pu être identifiée. Et pourtant, les besoins sont là. Ce quartier de l'Ayablé-Moustiquaire fait partie des 13 quartiers prioritaires à restructurer dans le cadre du programme Zéro Bidonville, nous venons d'en parler, monsieur le ministre, programme porté par l'Agence de réhabilitation urbain et du logement social, Arulos, depuis janvier 2017, grâce à un financement de nos amis de la Banque mondiale. Pour sa part, le ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie, M. Ilyas Moussa Dawalé, s'est réjoui donc de la signature de ce nouveau financement d'un montant de plus de 1,3 milliard de nos francs qui va permettre, a-t-il précisé, aux 13 quartiers prioritaires d'être restructurés dans le cadre du projet Zéro Bidonville. Le ministre a précisé que les effets de ce projet seront le désenclavement du quartier Layablé-Moustiquaire et l'amélioration du cadre de vie de ses habitants, mais aussi le renforcement de leurs capacités associatives et économiques, ainsi que le renforcement de la gestion urbaine par les autorités locales. Cela donc va faciliter, à rappeler le ministre des équipements marchands, qui va ainsi créer une polarité donc de proximité telle que le déploiement de l'éclairage public, l'eau potable, le long des donc voiries réaménagées, facilitant le quotidien de ses habitants issus donc d'un tissu social donc bien inférieur à la normale en République de Djibouti. Autre actualité de ce 15h, le ministre du Budget, à la tête d'une forte délégation, a effectué ce matin une visite au Djibouti International Free Trade Zone. La délégation a été accueillie par le président de l'autorité des ports et des zones franches de Djibouti, M. Aboubakar Omar Hadi, et le responsable de Djibouti International Free Trade Zone. La visite s'est effectuée sous les explications du directeur commercial et les autres responsables des différents départements de la zone franche. La DIFTZ, la Djibouti International Free Trade Zone, a pour objectif de créer un environnement adéquat pour l'installation des entreprises nationales et étrangères qui seront exonérées de tout impôt. L'impact économique attendu sur le PIB de la zone franche est donc colossal. À l'issue de cette visite, une réunion a eu lieu entre le ministre du Budget, Abdulkarim Adancher, et le président de l'autorité des ports et des zones franches, Aboubakar Omar Hadi, ainsi que les responsables de la Djibouti International Free Trade Zone. Sous la coprésidence du secrétaire général du ministère de l'Urbanisme, de l'Environnement et du Tourisme, Dina Abdallah Omar, et du commandant de la garde-côte, le colonel Waïs Omar Bokoré, une cérémonie a eu lieu ce matin dans le camp de Doralé de la garde-côte djiboutienne.
Une cérémonie de réception des équipements destinée donc à renforcer la préservation de la biodiversité marine et côtière au niveau national. On prépare donc à cet événement le directeur de l'environnement et du développement durable, Hussein Ridash Roblé, et le représentant du PNUD, Idriss Bexi. Une cérémonie qui a été marquée par des allocutions officielles et la signature d'une convention de partenariat entre les deux institutions. L'objectif de cette cérémonie était donc la réception des équipements destinés au renforcement accru de la surveillance des aires marines protégées. Une convention de partenariat qui a été signée entre le ministère de l'Urbanisme, de l'Environnement et du Tourisme à travers la Direction de l'Environnement et du Développement durable et la garde-côte djiboutienne qui a pour objet la mise en place d'un cadre de partenariat en matière de formation et d'accompagnement des éco-gardes et pilotes du projet, la gestion des bateaux et la surveillance des aires marines protégées. Le colonel Waïs Omar Bokoré, commandant des gardes-côtes, a tenu dans son allocution à préciser, à remercier les participants de leur présence et à stipuler que ce projet est vital pour le renforcement de la protection de la faune et la flore marine en République du Djibouti, unique en son genre. Dans son intervention, donc, il a remercié le ministère de l'Urbanisme et de l'Environnement. Écoutons le colonel Waïs Omar Bokoré. Ainsi que les moyens mis à la disposition de son exécution permettront avec certitude d'accroître l'action de surveillance, de protection et de conservation des aires marines protégées existantes et celles dont la mise en place prévue dans la proche d'avenir. La garde-côte djiboutienne sera, soyez en certain, un partenaire engagé prêt à mettre en œuvre des actions concrètes pour assurer la réussite de ces projets. Les partenariats entre la garde-côte djiboutienne et la direction de l'environnement et du développement durable sera exemplaire et souligne de l'action gouvernementale en faveur de la protection de l'environnement au sein du territoire djiboutien ensemble. La Chambre de commerce du Djibouti a organisé en collaboration avec les forces françaises stationnées à Djibouti 2 journées consacrées aux besoins en matériel, fourniture et services en matière de construction et réhabilitation. L'organisation de cette journée avait pour objectif à rapprocher davantage l'armée française avec les entreprises djiboutiennes afin que ces dernières puissent exposer leurs activités. Il s'agissait d'un moment d'échange et de partage sur les pratiques, les procédures et les contraintes des forces françaises stationnées à Djibouti, mis en relation avec les compétences, les savoir-faire et les propres contraintes des entrepreneurs djiboutiens. Le président par intérim de la Chambre de commerce de Djibouti, Abdallah Ibrahim Abdallah, a d'abord salué cette opération qui vise, a-t-il dit, à rapprocher davantage l'armée française des entreprises de la place afin que ces dernières puissent exposer leurs activités et leur savoir-faire et répondre aux besoins en biens et en services de l'armée. Une initiative qui devra permettre aux entreprises de bénéficier en toute transparence des nouvelles opportunités, d'accéder à de nouveaux marchés et ainsi se développer davantage. L'armée française des entreprises de la place afin que ces dernières puissent exposer leurs activités et leur savoir-faire et répondre aux besoins en biens et en services de l'armée est une de nos priorités. La présence en nombre à chaque édition, et particulièrement ce matin dans cette salle, témoigne de l'importance qui est rêvée pour les entreprises djiboutiennes, les marchés issus de la présence des forces militaires étrangères à Djibouti, pour le développement de leurs activités et leur désir de travailler aussi dans un esprit gagnant-gagnant. La Chambre des commerces de Djibouti, à travers ses différents produits et services à l'endroit des entreprises, souhaite accompagner les entreprises djiboutiennes dans leur développement et dans l'amélioration de leur compétitivité. Je vous remercie de votre aimable attention et souhaite que cette journée porte les fruits escomptés pour toutes les parties prenantes et réponde aux attentes des uns et des autres.
L'actualité des ce 15h, c'est aussi la célébration de la journée mondiale des enseignants célébrée à l'école yéménite hier, mardi 8 octobre. Un événement qui a eu lieu sous les auspices de l'ambassadeur du Yémen à Djibouti, Abdallah bin Moussallam Al-Sourtali, en présence du président du conseil d'administration, Maïsala Mohamed Saïf, du directeur de l'école Abdullah Mohamed Ali et du cheikh Mohamed Qaïd Saïd, propriétaire de la fondation Abu Yassir. Cette journée mondiale des enseignants est une journée célébrée donc le 5 octobre de chaque année ayant pour but de sensibiliser à l'importance et au rôle des enseignants dans le système éducatif tout en examinant la qualité du travail des formateurs de par le monde. Au cours de cette cérémonie qui a eu lieu pour la première fois dans une école yéménite, les enseignants ont reçu des prix en espèces et des certificats d'appréciation de la part des hauts fonctionnaires participant à cette manifestation. Abdullah Mohamed Naili, directeur de l'école yéménite, a saisi cette occasion pour remercier les membres du corps professoral en leur demandant de poursuivre leurs efforts pour élever le niveau des connaissances et le niveau scientifique des étudiants, rappelant qu'avec l'adoption de l'objectif de développement durable 4 sur l'éducation et de la cible spécifique des ODD, qui reconnaît le rôle clé des enseignants dans la réalisation de l'agenda éducation 2030, une journée mondiale des enseignants qui est devenue donc l'occasion de célébrer les progrès et réfléchir aux moyens de surmonter les défis qui subsistent dans la promotion de la profession enseignant. L'actualité dans les régions de l'intérieur à Obok, le programme Prodermo à l'heure du bilan. Premier projet de lutte contre la soif financé par la Banque mondiale, le Prodermo au projet de développement rural communautaire et de mobilisation des eaux, lancé en 2012, est arrivé à son terme. L'UGP, l'unité de gestion des projets du ministère de l'Agriculture en charge de la gestion du Prodermo, a organisé le 30 septembre dernier à Dikil et le 7 et 8 octobre 2019 à Obok et Tajora des ateliers d'achèvement du projet. Le Prodermo, qui aura coûté la bagatelle de 15 millions de dollars, a permis de gagner une bataille importante contre la soif et contre la pauvreté en milieu rural. Mis en œuvre dans 3 régions du pays, à savoir Dikil, Tajora et Obok, le projet a en effet été marqué par la réalisation de 117 ouvrages hydrauliques à travers les 3 régions. Le projet comportait aussi une composante appui au développement social. À l'heure du bilan et au cours de chacun de ces ateliers, les responsables de l'unité de gestion du projet, les représentants de l'État ainsi que les bénéficiaires ont passé en revue les réalisations, évalué leur impact et discuté de la durabilité des acquis. Le président du Conseil s'est réjoui de l'impact positif du programme Prodermo pour améliorer l'accès à l'eau, les populations bénéficiaires vivant dans les zones rurales des 3 régions. Pour sa part, le coordinateur du projet, Balagout Asserid, a affirmé l'excellente collaboration et les techniciens du projet. Écoutons. Afin de profiter donc de cette rencontre, nous vous proposerons donc après le mot de bienvenue du président du conseil régional, suivi de celui du préfet, une présentation brève et concise du projet. Nous allons enchaîner aussi donc avec les témoignages des bénéficiaires qui exprimeront leur ressenti sur le projet. Et à la fin de la séance, on va former des groupes sur les différents thèmes, sur 3 thèmes. Le premier thème, c'est effet et impact de Prodermo sur la vie des bénéficiaires. Le deuxième thème sera la durabilité des résultats obtenus et moyens de les conforter. Le troisième thème, c'est la performance des partenaires, prestataires et mesures d'amélioration possibles. Et en nouvelle du monde cette fois, en Italie, vers une suppression d'un tiers des parlementaires, les députés italiens ont adopté hier mardi une importante réforme de la Constitution prévoyant la réduction d'environ un tiers du nombre des parlementaires au plus tard en 2023. Explication. Les députés italiens ont adopté hier mardi une importante réforme de la Constitution prévoyant la réduction d'environ un tiers du nombre de parlementaires au plus tard en 2023. Eh bien, de 630 députés aujourd'hui, l'Italie passera à 400. Le nombre de sénateurs passera, lui, de 315 à 200. Cela fait donc une réduction d'environ un tiers. Les partisans de cette réforme affirment que cela va permettre au pays d'économiser environ 500 millions d'euros par législature.
Cette mesure était une promesse électorale du ministre du mouvement des 5 étoiles, le chef de ce parti. Donc, on a même fait une condition sine qua non pour une alliance de gouvernement avec le Parti démocrate. Concernant le Brexit, la tension monte à 3 semaines de l'échéance. Boris Johnson a réservé un accueil chaleureux au nouveau président du Parlement européen, l'Italien David Sassoli. Mais certains se sont posé la question d'un sens de cette visite. Les détails dans cette séquence. Un accueil chaleureux au nouveau président du Parlement européen, l'Italien David Sassoli. Mais certains observateurs se sont posé la question du sens de cette visite. David Sassoli, à l'issue de l'entretien, a reconnu qu'aucune percée n'a été réalisée. Un peu plus tôt, la tension a été montée d'un cran au Royaume-Uni après les propos de la chancelière Angela Merkel, estime qu'un accord sur le Brexit était extrêmement improbable. Le ministre irlandais des Affaires étrangères s'est voulu plus conciliant en estimant que malgré les différences et le temps qui passe, l'espoir d'un accord demeure bel et bien. Le Parlement a été une nouvelle fois temporairement suspendu dans la coulisse. Les négociations continuent tandis que les opposants à Boris Johnson se battent pour empêcher coûte que coûte un Brexit sans accord. Voilà pour l'essentiel de ce 15h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bon suivi des programmes sur Télé Djibouti.